Bonjour à tous et bonjour Marine. Merci de nous rejoindre pour cette conférence action du défi de biodiversité qui aujourd'hui est consacrée à la question, on va dire, juridique, au droit de l'environnement. Et on a la chance de pouvoir interagir avec Marine Calmet, qui est une spécialiste du droit de l'environnement, juriste, avocate, on parlera à la fois de son action de militante, son action avec les ONG, aussi de l'association qu'elle a montée et du travail qu'elle fait conjointement avec les entreprises pour qu'ils les aider à prendre en compte ces différents éléments. Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour. Ça va Voilà. très bien. Est-ce qu'on t'entend bien? Eh bien, on est ravis de te retrouver pour cette conférence action. Ce que j'aimerais, c'est qu'on commence, on rentre dans le vif du sujet et qu'avant, peut-être, tu te présentes. Qui es-tu, Marine? Voilà. Que fais-tu? Quelles sont tes activités? Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme tu le disais justement à l'instant, je suis effectivement donc, avocate de formation, juriste pour des associations en fait, qui se sont données comme objectif de protéger la nature et de combattre les responsables de crimes d'écocide. Et donc, je suis présidente d'une association qui s'appelle Wild Legal, qui... ah, il y a un petit problème Non, apparemment c'est bon, avec c'est mon bon, écran. c'est bon, c'est réglé. Vas-y. Donc, donc j'ai confondé en 2019 l'association Wild Legal, dont je suis présidente aujourd'hui, et qui s'est donc donné pour mission de défendre et d'obtenir la reconnaissance des droits de la nature en France et dans le monde. Et par ailleurs, je suis donc porte-parole du collectif Hors de Question, qui est un collectif citoyen opposé à l'industrie minière en Guyane française, et donc qui agit notamment contre le projet Montagne d'Or, un projet de mine d'or à ciel ouvert en territoire amazonien. Très bien. Alors, on rentre directement. Tu viens de parler donc, de ton activité militante. Tu en parlais dans l'interview que tu nous as donnée dans Time to Engage. Est-ce que tu peux revenir d'abord sur ton activité militante, quelle forme elle a pris et quels sont aujourd'hui tes combats plus précisément? Alors, cet engagement militant, en fait, il me vient, disons-le comme ça, d'une forme de dégoût face aux injustices, qu'elles soient sociales ou écologiques. Et donc, globalement, quand je suis rentrée dans le militantisme, je pense que c'était vers 2015, c'était parce que je voyais beaucoup de ces grands projets imposés aux populations, notamment sur nos territoires, ici en métropole, qui avaient des impacts à la fois sur eux en tant qu'habitants de leur territoire, mais aussi sur la nature. Je me suis donc investie particulièrement contre le projet de centrale de Flamanville, un projet qui me révoltait parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est une cuve qui est défectueuse, qui met donc en danger les populations locales, mais aussi la nature et puis les générations futures, évidemment. Et d'autres projets comme le projet de ligne à grande vitesse du Charles de Gaulle Express. Et finalement, quand j'ai entendu parler du projet de Montagne d'Or en Guyane française, c'est là qu'évidemment, je me suis décidée à partir là-bas et à aller m'engager auprès des militants sur le terrain. Et alors, ça prend quelle forme, en fait, cet engagement quand tu es sur le terrain, quand tu agis contre ce projet de Montagne d'Or? Quel est ton engagement concret? Qu'est-ce que tu apportes dans ce combat? Alors, moi, j'y suis allée avec mes modiques compétences en droit minier. À l'époque, je découvrais, j'étais un peu autodidacte sur ces questions-là. Et puis, donc, je me suis formée aux côtés du collectif. Disons que dans notre collectif, il y a de la place pour tout type, en fait, d'action. Il y a des personnes qui sont très investies sur le terrain pour organiser des marches. Moi, j'étais du coup sur les actions aussi juridiques, puisqu'on a mené des combats, notamment un procès contre la compagnie Montagne Nord. Et puis, donc, il y a évidemment toute la communication autour du projet, rencontrer évidemment les acteurs locaux, fédérer, et puis finalement obtenir des victoires, comme j'espère qu'on l'aura bientôt contre ce projet. D'accord. Et d'ailleurs, c'est par curiosité d'une certaine façon, où en est-on de ce projet? Quelles sont les victoires que vous avez déjà obtenues ou celles sur lesquelles vous progressez? Je l'espère en tout cas.
on a obtenu au moins le soutien de la population. Ça, on en est sûr aujourd'hui. 7 Guyanais sur 10 ont été convaincus par notre plaidoyer, puisque c'est un sondage d'opinion qui a été réalisé en Guyane. On a également un énorme soutien beaucoup plus large que la Guyane, puisqu'aujourd'hui, on a plus d'1 demi-million de signatures de notre pétition en ligne sur Sauvons la forêt. Et on a gagné un procès en justice contre la compagnie Montagne d'Or pour faire pour annuler un de ses permis miniers. Et puis aujourd'hui, on espère être en fait dans un rapport de force gagnant avec le gouvernement, puisqu'il s'est engagé en fait à ce que ce projet, sous la forme actuelle qui nous avait été proposée, ne voit pas le jour. Or, on est toujours méfiant, évidemment, que ce projet revienne sous une forme un peu différente. Et donc, nous sommes toujours mobilisés sur le territoire pour en fait qu'il n'y ait ni Montagne d'Or, ni autre projet de taille industrielle, parce que tout simplement, les conditions des engagements en matière climatique, en matière de protection de la biodiversité ne sont juste pas compatibles avec les activités minières intensives. Merci. Alors, on sent qu'en sous-jacent de tout ça, il y a la question du droit pour la nature, de la protection de la nature, ou du droit pour la nature. Alors, question, quelle forme cela prend ou doit prendre pour toi, où on en est aujourd'hui de ce droit pour la nature et comment le faire appliquer en fait. Beaucoup de questions en une, mais bon, on va rentrer dans cette question-là progressivement. Alors, le droit de la nature, en fait, c'est une philosophie qui remonte aux années 60-70, notamment aux États-Unis, et qui, en fait, a pour origine une réflexion autour justement de la place de la nature dans les tribunaux. Puisque un des pionniers, disons-le comme ça, des droits de la nature, c'est Christopher Stone. Donc, Christopher Stone est un universitaire américain qui s'est penché pour la première fois sur une affaire qui, justement, mettait en avant les manquements en matière juridique pour protéger la nature. Donc, c'est une affaire qui opposait la société Walt Disney. À l'époque, il y avait un projet d'installer en fait une station de sport d'hiver dans une zone protégée, et le Sierra Club, une association de protection de l'environnement, s'est opposé à ce projet, est allé en justice pour défendre en fait notamment donc des séquoias qui étaient présents sur le site qui devait être destiné à ce projet de piste de ski. Et donc à l'époque, le juge a en fait débouté l'association environnementale, disant mais vous n'avez pas été lésé dans vos droits puisqu'il s'agit de la nature et pas de vous. Et donc, nous ne pouvons pas accéder à votre demande dans ce dossier. Donc, en fait, son intérêt à agir dans cette affaire n'a pas été reconnu. Et donc là, évidemment, Christopher Stone s'est interrogé, mais que faudrait-il faire en fait pour protéger convenablement notre droit, notre environnement, pardon, notamment devant les tribunaux. Et c'était à cette époque donc qu'il a écrit un livre qui est resté donc du coup un peu comme le livre fondateur de cette pensée, qui est justement est-ce que les arbres doivent agir en justice, doivent pouvoir agir en justice. Et donc, à travers ce livre, en fait, il a développé la question de la reconnaissance des droits propres de la nature comme sujet de droit, et donc, évidemment, de la possibilité aussi pour des gardiens de protéger ces droits devant la justice. Et donc, c'est vraiment un des textes fondateurs aujourd'hui de notre pensée pour le mouvement des droits. C'était en quelle année, ça? C'est en 1970. D'accord. Alors aujourd'hui, on part de Stone. Où en est-on arrivé? À quoi en est-on arrivé? Quel en est-il de ce droit de la nature aujourd'hui? Alors, il faut bien voir qu'en France, on n'est évidemment pas au stade des années 70 aux États-Unis. On a de la chance, on est quand même un peu avancé sur ces questions-là, puisque en France, on a un statut d'association de protection de l'environnement qui a le droit d'agir en justice pour représenter des intérêts des éléments naturels. Donc ça existe. En plus, en droit français, on a reconnu le préjudice écologique avec la jurisprudence du naufrage de l'Erika. Donc aujourd'hui, on a le droit de plaider pour le préjudice subi par la nature elle-même et non pas pour les préjudices subis par les humains du fait de la destruction de la nature, ce qui est vraiment une différence fondamentale pour le mouvement, la reconnaissance des droits de la nature. Et donc, on est déjà un peu plus loin, mais il nous manque cette reconnaissance de la nature sujet de droit, puisqu'aujourd'hui, la nature, elle peut être donc uniquement objet de droit. Elle est l'objet de droit, notamment puisqu'elle est sujet d'appropriation, donc par des personnes privées. Et puis, donc, elle peut être vendue, elle peut être détruite pour des intérêts humains. Et aujourd'hui, c'est donc dans cet équilibre, en fait, que
nous essayons d'aboutir à la reconnaissance des droits de la nature, une recherche d'équilibre, en fait, pour justement équilibrer les choses, de la place, en fait, à la nature dans notre société, une certaine forme d'émancipation, en fait, de la société pour qu'on puisse la représenter elle-même et non pas pour les bénéfices que nous en tirons. Et donc, aujourd'hui, c'est ce mouvement que nous traduisons à travers, en France, énormément d'initiatives qui naissent sur le territoire. Il y a des initiatives notamment en matière de reconnaissance des droits des fleuves avec l'appel du Rhône, le Parlement de Loire et d'autres initiatives locales. À Paris, notamment aussi des élus qui réfléchissent à la question de reconnaître des droits à la Seine. Et donc, il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont en train de bourgeonner sur le territoire français et on voit que c'est une idée qui prend, qui fait son chemin. Et donc, évidemment, on voudrait que l'ensemble de la société civile participe à cette réflexion. Si, pour un béotien comme moi et comme peut-être certains qui nous regardent, si l'entreprise devient sujet et non pas plus objet, si je résume ton propos, qu'est-ce que ça va changer opérationnellement? Il y aura toujours besoin d'ONG ou d'acteurs citoyens regroupés pour représenter en quelque chose la nature et pour appeler à sa régénérescence, protection, etc. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement pour essayer de mieux comprendre? Alors, concrètement, effectivement, c'est ça, c'est qu'il s'agirait d'avoir donc des représentants légaux pour la nature et une nature qui aurait des droits propres. Il faut savoir que dans certaines situations, on a déjà reconnu quelque chose d'assez similaire. C'est par exemple l'exemple des parcs nationaux et autres territoires protégés, puisqu'il faut bien voir qu'un parc a un statut juridique, le statut de parc, et en tant que, donc, par exemple, parc national, il a un conseil d'administration, parfois même un comité d'experts scientifiques justement chargé de la protection de ses intérêts en ce qu'ils apportent leur expertise sur des sujets de conservation. Et puis, il a un budget, il a même des salariés. Donc, en soi, il y a déjà une entité juridique naturelle qui existe. Mais aujourd'hui, c'est aller plus loin, c'est-à-dire vraiment, au sein de notre société, reconnaître donc ces mécanismes pour divers écosystèmes, justement, et reconnaître une possibilité d'avoir des tutelles légales sur des éléments de la nature pour nous permettre en fait, d'avoir un rapport de force au sein de notre société qui rééquilibre les choses et qui, du coup, on le voit aujourd'hui, fasse entendre la voix de la nature lorsqu'il y a justement des projets qui pourraient porter atteinte, et des atteintes graves parfois, à ces écosystèmes et donc à l'habitabilité des territoires. Alors, on était d'ailleurs revenu sur une affaire dans l'interview que tu nous avais accordée, qui est l'affaire du siècle. On ne va peut-être pas y revenir. J'invite ceux qui veulent avoir ton point de vue sur cette question-là à lire cette interview. Peut-être que Quentin peut la mettre. Ben, voilà, c'est déjà fait. Tu devances mes envies. Quentin peut la mettre dans le chat que nous avons. Je vous invite à commencer à poser vos questions si vous en avez avant même qu'on ouvre le micro, en quelque sorte. Mais si on prend un autre exemple concret qui est celui de l'écocide, et les avis sont très partagés sur cette question, pour des questions fines de droit d'ailleurs, et dénoncées. Quel est ton avis, toi, sur la proposition du gouvernement d'intégrer au droit français? Elle l'est déjà, mais de faire bouger cette intégration. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un sujet évidemment qui nous a touchés de près puisqu'on a travaillé ces derniers mois avec les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat au sein de l'association Wild Legal. Donc, on leur a apporté notre expertise sur ce sujet et on a continué à les pousser en avant après la clôture officielle de la Convention citoyenne parce qu'il y a eu de nombreuses réunions, comme vous vous en doutez, avec les représentants des différents ministères, de la justice, le ministère de la transition écologique. Et donc, nous avons apporté en fait une expertise technique sur ces sujets. Et aujourd'hui, malheureusement, malgré tous les efforts pour trouver un compromis, on voit bien que le gouvernement a choisi sa propre définition et n'a pas tenu compte en fait des propositions qui avaient été élaborées avec la Convention citoyenne, ce qui est assez dommage, notamment parce que nous avons plusieurs critiques sur ce texte. En fait, aujourd'hui, il faut bien voir que ce que propose le gouvernement, c'est un délit générique d'atteinte à l'environnement, quelque chose qui était déjà proposé depuis plusieurs mois par un autre rapport, et donc qui n'a pas pour origine en fait la Convention citoyenne pour le climat, mais un rapport pour la justice et l'environnement qui avait été fourni par les services des ministères et qui proposait en fait tout simplement d'élargir le délit de pollution des eaux à l'atmosphère et au sol. Et en fait, en cela, ce n'est pas du tout ce que nous demandions, puisque ce que nous demandions, c'est en fait d'instaurer le crime des crimes, c'est-à-dire de chapeauter, de mettre en haut de la pyramide un crime qui serait celui d'atteinte extrêmement grave aux écosystèmes qui porterait atteinte
en fait, à l'équilibre des milieux naturels. Et donc, forcément, pour en découler à l'habitabilité de nos territoires et à la sécurité de nos territoires. Et aujourd'hui, il faut bien voir en fait que ce délit de pollution, il est trop limité parce que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a deux formes de pollution. Il y a celles qui sont légales, c'est-à-dire qui sont tolérées, autorisées, voire même parfois encouragées par le gouvernement, par exemple les mines, qui est clairement un cas de pollution, de destruction de la nature, mais qui est légal parce que pour des intérêts humains, on s'autorise ce genre de comportement vis-à-vis de la nature. Et puis, il y a les destructions illégales, celles qui ne sont pas autorisées et celles qui dépassent les seuils, en fait, dépassent le curseur de ce que nous sommes fixés en tant que nation en matière de protection de l'environnement. Et donc, aujourd'hui, ce que nous n'acceptons plus, nous, c'est qu'on puisse justement valider certains types d'atteintes à la nature, certaines formes de destruction, alors même que scientifiquement, on sait que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas viable d'un point de vue écologique. Et en fait, malheureusement, la proposition du gouvernement, elle ne va pas assez loin en ce qu'elle ne remet pas justement en question cette différenciation entre les délits de pollution qui sont légaux et ceux qui sont illégaux. Nous proposions justement une définition qui nous permette simplement de statuer en matière scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est tolérable d'un point de vue écologique. Et lorsqu'il y a des crimes vis-à-vis de l'environnement, cela ne peut pas être justifié d'un point de vue humain, d'un point de vue des notarisations en fait délivrées par l'administration. Et ça, la proposition du gouvernement ne le remet pas en cause. Et forcément, pour nous, c'est un peu rester en fait dans le monde d'avant et se refuser justement de passer dans le monde d'après. Or, on a besoin justement d'un meilleur équilibre et on ne peut plus aujourd'hui tolérer certains comportements vis-à-vis de la nature. Très bien. À propos du droit, d'ailleurs, une question que je voulais te poser, je n'ai pas posée, donc il y a quelqu'un qui la pose, et c'est sur la question de la spatialisation. Alors, c'est Juliette Elmich qui pose la question, je ne sais pas ce que je prononce bien. Question sur le champ d'application spatial des droits de la nature. Quelles sont les attentes concernant la reconnaissance transfrontalière, voire internationale, et comment sont protégés les éléments de la nature qui disposent de la sphère mais qui présentent un caractère transnational, les rivières qui coulent dans différents pays. Qu'en est-il? Parce que c'est pareil d'ailleurs, un peu c'est marrant, ça revient à la question du droit sur le web, etc. Du coup. Tout à fait, c'est une question très intéressante et merci de la poser. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent sur ces sujets. En France, il y a notamment une initiative qui s'appelle l'Appel du Rhône et qui nous vient de Suisse et qui travaille justement sur la qualité d'écosystèmes reconnus sujets de droit au niveau transfrontalier, puisque le Rhône passe par la Suisse, par la France, et qu'il faudrait donc trouver des solutions justement pour lui conférer des droits, mais des droits qui soient plus larges que des droits nationaux. Et puis, il y a d'autres sujets de droit qui ont été déjà reconnus et qui pourtant, sur un espace national, et qui pourtant ont des dimensions internationales. Par exemple, la forêt amazonienne, une partie de la forêt amazonienne, et donc sur le territoire de Colombie, a été reconnue sujet de droit par une décision de justice il y a déjà quelques années, suite à une plainte déposée par un collectif de jeunes qui arguaient en justice que la destruction de la forêt amazonienne portait atteinte à leurs droits et porter atteinte aux droits de la forêt, ce qui leur a été accordé par le juge dans une décision vraiment fondatrice, justement en matière des droits de la nature. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, donc, la Colombie a reconnu l'Amazonie comme sujet de droit, mais pas le Brésil, et pas non plus la France. Et donc, évidemment, c'est un morcellement finalement de ces droits, de ces écosystèmes. Donc, il faudrait bien sûr qu'il y ait une reconnaissance au niveau international pour que justement on suive une logique écosystémique et plus une logique de frontières. Ça fait du sens, évidemment, que ce soit donc porté par les instances supérieures. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux mécanismes qui sont intéressants, notamment les Nations Unies, évidemment. Et d'ailleurs, Antonio Guterres appelle justement à reconnaître un nouveau droit pour la nature. Il appelle, notamment parce qu'il a énoncé une grande vérité que nous, en tant que juristes, nous considérons en tout cas comme extrêmement importante, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre droit de l'environnement est morcelé. Il distingue en fait selon les milieux, il est incapable de voir les interactions entre justement les différents milieux et donc de prendre véritablement en considération les intérêts de la nature. Donc il appelle à revoir en fait notre façon de faire du droit et de considérer juridiquement les écosystèmes. Et puis, il y a un autre mécanisme qui est très intéressant, c'est la Cour pénale internationale et la reconnaissance d'un crime d'écocide justement devant la Cour pénale internationale pour pouvoir en fait défendre au niveau mondial
des infractions commises envers la nature et qui donc porteraient atteinte évidemment à ces communs planétaires que sont par exemple la forêt amazonienne, mais aussi les océans et d'autres équilibres. On pourrait penser également aux glaciers qui sont en train de fondre et qui pourraient donc voir en fait leur disparition d'ici la fin du siècle. Donc, il y a eu un effet hier en Chine qui était dramatique d'ailleurs, absolument. Il y a énormément de réflexions à ce sujet-là qui sont portées au niveau international pour respecter cette logique écosystémique. Et alors, une question qui est entraînée par ton propos. Tu dis que la forêt amazonienne était reconnue comme sujet à part entière à protéger en Colombie. Est-ce que du coup, la protection de la forêt amazonienne en Colombie, j'en sais rien, est aujourd'hui beaucoup mieux protégée qu'au Brésil? Ça a eu un vrai impact? C'est bien ça le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas aller trop tôt en faire vers le droit de la nature. C'est une forme de maturation sociale aussi. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, en fait, il y a des mouvements aujourd'hui qui poussent vers ça, qui nous font avancer, qui sont un peu justement le pic qui fait que les droits de la nature progressent, mais il faut aussi une prise de conscience de l'ensemble de la société. Ça va, l'un va avec l'autre, évidemment. Et pour ça, en fait, je prendrai un exemple historique, puisque en fait, on a vu que dans notre société, il faut un mouvement évidemment en profondeur de reconnaissance de ces droits. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des droits des femmes. Les droits des femmes sont un concept assez récent, en fait, au regard de notre société, puisque il y a encore quelques années, 200 ans à peine, le Code Napoléon en 1804 considérait donc que la femme était l'objet de l'homme. Elles avaient le même statut que les mineurs, que les fous, que les criminels, c'est-à-dire qu'elles étaient privées de droits. Elles étaient la propriété de leur mari et en fait, le rôle de la femme était de faire des enfants à son mari et de lui fournir des... Enfin voilà, en fait, comme le disait le Code civil, donc la femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Et aujourd'hui, le dire, ça fait sourire tout le monde, sauf qu'à l'époque, c'était une banalité. C'était comme ça que était construite notre société. 1944, le droit de vote, les femmes sont enfin représentées dans la société, ont le droit de s'exprimer et le droit d'être élues. Et bien aujourd'hui, ce mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature, pour moi, c'est l'échelon supérieur, c'est-à-dire qu'on a reconnu des droits aux esclaves, on a reconnu des droits aux femmes, on a reconnu finalement une forme d'égalité entre les humains. Eh bien, aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que la nature a sa place dans notre société et que nous devons respecter d'une certaine façon les lois du vivant, celles qui nous sont en fait astreintes par le fonctionnement de notre planète. Et donc, en fait, on voit qu'il doit y avoir une prise de conscience de l'ensemble de notre société qui va pousser progressivement par la reconnaissance de ces droits et qu'on va aboutir tout simplement à ce que demain, ce soit d'une banalité totale, que la nature ait des droits et donc soit respectée dans son intégrité, tout comme les humains doivent être respectés dans la leur. Très clair. Merci. Je vois qu'il y a des questions sur l'entreprise. On y viendra un tout petit peu plus tard dans la discussion, si vous voulez bien. Question qui rejoint une question qui est posée par Nathalie, d'ailleurs. Il y a 2000, ça devait être 2020, ce sera plutôt 2021, une année où nous aurons énormément de grands forums, de réunions, de congrès. Alors, il y a celui de la COP15 pour la biodiversité, il y a la COP26, le Congrès mondial pour la nature de l'ICN qui se tiendra à Marseille, etc., en septembre. Quelle est la place du droit dans ces grandes institutions ou dans ces grands rassemblements et qu'en est-il d'une législation à l'international sur ces sujets-là et de sa progression éventuelle? Alors, il y a des discussions qui sont en cours au niveau international, notamment dans le cadre de l'IUCN, donc de l'Union pour la conservation de la nature. Donc, comme tu l'as dit, il y aura probablement une réunion en septembre à Marseille du Congrès pour la biodiversité. Et dans ce cadre-là, il y aura des discussions en marge du Congrès sur les droits de la nature, puisqu'il y a de nombreux experts au sein de l'IUCN qui tentent, et depuis plusieurs années déjà, de faire avancer ces questions. Mais il y aura aussi des discussions de la société civile plus larges, puisque par exemple, Wild Legal fera partie des discussions à Marseille dans le cadre en fait, de notre campagne pour les droits des écosystèmes aquatiques. Oui. Cette campagne, en fait, elle est portée par le Hub européen de l'Alliance mondiale pour les droits de la nature, qui est un des organes majeurs d'une fédération en fait, de toutes les associations qui travaillent sur les droits de la nature dans le monde. Et nous avons décidé
lancé un tribunal pour les droits de la nature. Donc, ce sont des tribunaux populaires, en fait. Et dans ce tribunal, nous allons présenter 5 cas de violation grave des écosystèmes. Il y a déjà eu une audience il y a 2 semaines sur le cas de la violation des droits de la mer de glace, donc ce glacier qui est en train de fondre dû au réchauffement climatique. Il y a également donc le 27 février prochain l'audience du cas du droit du fleuve Maroni face à l'orpaillage illégal qui sera donc portée par l'association Wild Legal. Et nous présenterons encore 3 autres cas. Et les jugements rendus par ce tribunal populaire qui est composé d'un jury d'experts internationaux sur ces questions-là, dont Valérie Cabane, également d'autres experts comme Cormac Cunningham, qui est un grand penseur des droits de la nature, Richard Falk et d'autres experts de ces questions-là seront présents à Marseille pour rendre les jugements dans ces affaires qu'on a évidemment choisies comme des affaires emblématiques de violation des droits des écosystèmes aquatiques. Et donc, nous serons à Marseille le premier week-end de septembre pour présenter ces on y sera jugements. aussi, on engage aussi les partenaires de l'UICN. Donc voilà, on se retrouvera dans le cadre du défi biodiversité avec grande joie. Question qui me paraît liée de Magali Noé. Quels sont les gros freins, à ton avis? Est-ce que c'est des lobbyistes? Lesquels? Est-ce que c'est la peur de la sous-jacente à tout de la décroissance? À ton avis, qu'est-ce qui empêche ce droit d'évoluer? Alors, comme on l'a vu, notamment à la sortie de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu des réactions dans les sphères politiques et aussi dans les sphères économiques, évidemment, qui sont clairement un frein à la reconnaissance des droits de la nature. Moi, je me souviens notamment de la réaction de notre ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui disait justement face à la proposition de reconnaître le crime d'écocide, et mon Dieu, reconnaître, il disait plus précisément, limiter les libertés individuelles sous prétexte de protéger l'environnement, une notion vague qu'on ne sait pas bien définir. Franchement, je n'aimerais pas vivre dans ce monde-là. Pour moi, ça a été très révélateur en fait, du problème qu'il y a dans notre société, qui est en fait une confrontation, dans cette mentalité, cette confrontation qu'il y a, soi-disant, entre les intérêts individuels et l'environnement, qui est en fait la protection de l'intérêt général, puisque protéger nos conditions d'existence, c'est de l'ordre de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on voit malheureusement donc du coup un déséquilibre entre des intérêts privés extrêmement puissants qui arrivent à rentrer dans un rapport de force avec la protection de l'intérêt général et malheureusement à gagner dans ce rapport de force, puisqu'ils ont réussi à bloquer notamment la reconnaissance du crime d'écocide qui était pourtant souhaité par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée à 99% et soutenue par l'opinion publique. Et donc, il y a vraiment une question justement dans notre société, en fait, tout simplement, de cette force des intérêts privés, de certains lobbies, évidemment, du monde. Je prends par exemple l'exemple de Saint-Aubin, qui est monté au créneau justement contre l'écocide. Je sais que ce n'est pas le seul, mais bon, il se trouve que c'est le représentant de Saint-Aubin qui a pris la parole. Et donc, forcément, pour nous, on se pose des questions justement sur comment rééquilibrer en fait les forces en présence de notre société pour pouvoir faire entendre une voix de l'intérêt général qui devrait évidemment primer sur la protection des intérêts individuels. Donc c'est cette réflexion en fait qui fait obstacle aujourd'hui, notamment à la reconnaissance des droits de la nature. Passionnant. Alors, tu disais, dans ton vocal, tu disais l'intérêt des puissants. Mais ça vient titiller peut-être, et c'est aussi comme ça qu'on peut entendre la sortie j'allais dire Gérard Philippe, non, de l'ancien Premier ministre qui s'appelle pas Gérard, Édouard Philippe, sur la liberté d'entreprendre en quelque part. Et donc, il y a une question qui me semble tout à fait liée à ça, c'est quels seraient les impacts de la reconnaissance de la personnalité juridique d'éléments naturels sur la notion même de propriété. C'est Anouk Ferté-Devin qui nous pose cette question. Merci beaucoup pour cette question. En fait, aujourd'hui, il faut bien voir que la liberté d'entreprendre, malheureusement, elle est justement dans une forme de déséquilibre parfois par rapport justement à la protection de la nature. Or, il y a de toute façon un mouvement très clair, on le voit justement de la part de l'opinion publique et qui notamment se répercute sur des mouvements de désobéissance civile comme Extinction Rebellion et d'autres mouvements qu'on voit en ce moment. C'est une forme de désobéissance parce que justement les règles ne sont plus adaptées pour satisfaire la volonté de la société de mieux protéger la nature.
Et donc, il va de toute façon devoir y avoir un encadrement plus strict de la liberté d'entreprendre, tout simplement pour ne pas compromettre nos conditions d'existence sur cette planète. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde en est conscient. Il y a une volonté, une lame de fond, en fait, qui est en train de se propager et soutenue parfois aussi par des jurisprudences très importantes. On a eu notamment le 30 janvier dernier une décision du Conseil constitutionnel en la matière, puisque le Conseil constitutionnel, dans une décision qui opposait justement des producteurs de pesticides au gouvernement, à l'État, ces producteurs en fait contestaient justement la restriction de leur liberté d'entreprendre et notamment du droit pour eux de produire des pesticides et de les exporter à l'étranger. Et le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il y a un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement en tant que patrimoine de l'humanité et que donc il revient aux législateurs en fait de trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et la protection de la liberté d'entreprendre. Et donc avait débouté en fait de sa demande les entreprises en considérant cela que le législateur avait fait la part des choses justement entre la liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement. Et donc il y a vraiment des outils juridiques très intéressants qui peuvent être appliqués pour retrouver en fait cette forme d'équilibre. On ne dit pas que demain justement on ne va plus pouvoir avoir d'activité humaine, ça serait un non-sens. Mais il faut repenser nos activités humaines à travers de nouveaux prismes. Et là, pour le coup, on utilise notamment la réflexion autour des limites planétaires, qui est en fait un concept regroupant 9 limites, donc notamment le climat, la biodiversité, l'eau, l'usage des sols, et en fait, l'ensemble de ces mécanismes du vivant identifiés par les scientifiques pour en fait avoir une nouvelle analyse de nos activités et pouvoir dire, OK, qu'est-ce qui est viable sur le long terme et qu'est-ce qui est contraire au fonctionnement des écosystèmes et qui donc, par définition, nous met en danger, nous humains, mais aussi les non-humains. Et donc, forcément, aujourd'hui, en fait, on doit tout simplement se doter de nouveaux outils scientifiques d'analyse, de reporting des activités pour pouvoir dire, sur le long terme, qu'est-ce qui est viable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas viable doit évidemment ne pas être autorisé. Merci, extrêmement clair. Ce que j'ai découvert, même si on se connaissait un peu avant, c'est toutes les activités que tu mènes avec l'association que tu as cofondée, qui s'appelle Wild Legal, et qui me semble passionnant. C'est à la fois une école et un incubateur qui forme les étudiants avocats ou juristes sur ces enjeux et tu soutiens le lancement de nouvelles actions en justice. Donc, c'est un peu comme on essaie de faire chez Engage, de l'apprentissage-action. On apprend, mais on agit tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette activité que vraiment je trouve absolument passionnante? Alors en fait, c'est une activité, enfin c'est une association qui est née justement de différentes personnes qui avaient conscience par leur expérience de terrain qu'il nous fallait des nouveaux outils pour agir. Donc on a regroupé autour de nous Valérie Cabane, qui est juriste spécialiste du crime d'écocide, William Bourdon, qui est un avocat au barreau de Paris, justement connu pour ses positions en matière de défense des droits humains, et d'autres personnes qui justement avaient envie de catalyser en fait à la fois de nouveaux outils juridiques, donc les droits de la nature, l'écocide et ces nouveaux concepts, et puis qui avaient besoin aussi d'agir directement sur le terrain parce qu'il y a cette urgence et on a besoin de répondre et on n'avait pas envie que de phosphorer sur des questions théoriques, mais vraiment d'agir directement avec de nouveaux outils. Et donc, en fait, une façon d'apprendre. Exactement. Et puis, pour nous, c'est une façon d'apprendre, mais aussi de démontrer par l'action que nos concepts marchent et qu'est-ce qu'ils apportent concrètement. Puisque donc, le programme Wild Legal, c'est un programme annuel. Chaque année, on prend un nouveau dossier en soutien justement de lutte locale. La première année, notamment, on est arrivé en soutien à des associations en Guyane française, l'association des femmes victimes du mercure, l'organisation des nations autochtones de Guyane et l'association Mayuri Nature Guyane, pour soutenir justement la lutte contre l'orpaillage illégal à travers justement l'outil des droits de la nature. Et donc, on fait travailler en fait les étudiants qui participent à notre programme sur ces sujets en leur donnant toutes les pièces qu'ils auraient en tant qu'avocats pour défendre les droits de la nature dans les tribunaux, et on leur demande justement de partir du principe que les droits de la nature ont été reconnus et qu'ils en sont les avocats. Et donc, on se sert de ces procès simulés, puisqu'il y a une grande audition à la fin, des plaidoiries. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur YouTube, sur la chaîne de Wild Legal. C'est 4 heures d'audition avec des experts, des plaidoiries, tout comme ça se passerait dans un tribunal, et qui explique justement à la fois
les différences d'opinion qui sont aujourd'hui celles du gouvernement, celles des différentes institutions, et puis justement nos positions à nous en tant qu'association pour la reconnaissance justement des droits du vivant. Et donc, en fait, ces outils nous servent à démontrer l'importance et les conséquences très concrètes qu'aurait la reconnaissance des droits de la nature dans notre droit français. Et le cas qu'on traite cette année, c'est le cas du crime d'écocide avec la destruction par la pollution des boues rouges de la fosse de Castidagne, donc en mer Méditerranée, due aux activités de l'usine Alteo. Et donc, on se place dans la position, on donne à nos étudiants en fait pour mission de dire, voilà, vous avez le crime d'écocide, vous attaquez avec ça cet industriel, qu'est-ce que ça change? Et nous, eux, ça leur permet d'apprendre, ça leur permet de s'exercer directement à ces nouveaux outils juridiques. Et nous, ça nous sert ensuite à démontrer voilà, la différence. Ils ont à le traiter avec le droit actuel et à le traiter aussi sous l'angle du crime d'écocide. Et nous, on montre justement, bah, voyez, on ne peut rien faire avec le droit actuel. Par contre, avec le crime d'écocide, voilà ce qu'on peut changer dans notre société. Et voilà comment on peut faire. Merci. On sent en toi une militante, passionnée, passionnante, je dois l'avouer. Et ce que tu fais aussi, c'est pas simplement d'attaquer les entreprises, mais c'est aussi d'essayer de travailler avec elles, de les faire évoluer. J'ai trouvé cette richesse de ton approche tout à fait en adéquation, je trouve, avec ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'il s'agit aussi d'accompagner la transition et pas simplement de critiquer ceux qui aujourd'hui font mal pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce que cette évolution du droit entraîne ou va entraîner pour les entreprises? Quels sont les bouleversements majeurs pour une entreprise auxquels elle doit s'attendre? Je pense qu'actuellement, en fait, il faut ouvrir la voie à de nouveaux outils, à une nouvelle forme de réflexion pour que justement, tout comme aujourd'hui les salariés et les travailleurs se posent la question à quoi sert mon travail finalement, que les entreprises se posent la même question, à quoi sert à moi société, qu'est-ce que j'apporte plus globalement et donc en fait dans le jargon des droits de la nature, on se pose la question tout simplement de dire quelle est notre place au sein de la communauté du vivant, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise, j'apporte à la société? Est-ce que je réponds à un besoin ou est-ce que je fais uniquement du profit? Est-ce que je bonifie la nature ou est-ce que je la détruis? Et c'est ça, en fait, toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui autour de la reconnaissance des droits de la nature, c'est tout simplement de retrouver une place logique au sein de l'écosystème. Et pour cela, donc, on se dote de ces nouveaux outils, à la fois des droits de la nature pour reconnaître la place de l'environnement et que justement les dirigeants d'entreprise puissent se poser la question, ok, quelles sont les frontières, quelles sont mes frontières en fait dans mon action et comment je peux reconnaître les droits de la nature à travers justement mon activité, comment je la respecte, comment peut-être aussi j'introduis la réflexion autour des droits de la nature dans mon conseil d'administration, dans mon comité exécutif et donc comment je prends en considération la voix de la nature quand je prends des décisions en tant que dirigeant. Et puis, donc, tout simplement revoir justement dans quel cadre les entreprises ont un rôle à jouer pour le développement de notre société. Et je pense qu'aujourd'hui, on va progressivement justement se diriger vers ça, puisqu'il y a des questions. Aujourd'hui, on parle d'externalités négatives et tout ça, mais en fait, quelles sont les externalités positives? Est-ce qu'on enrichit la nature et donc, dans quelle dimension, en fait, on peut s'étendre en tant que nous, humains, en tant qu'activité humaine, et comment justement on peut trouver, c'est le philosophe Glenn Albrecht qui parle de ça dans son dernier roman, de trouver en fait, après l'ère de l'Anthropocène, une façon d'entrer dans l'ère du Symbiocène, et donc de porter en fait nos activités comme faisant partie de ce Symbiocène, et donc il faut y réfléchir, évidemment, c'est un mouvement extrêmement émancipateur, je crois, pour les dirigeants d'entreprise également. Alors, pour quitter la sphère un peu philosophique sur la symbiocène, mais qui est hautement nécessaire, et pour rebondir avec le travail que l'on fait avec les entreprises membres du défi biodiversité qui travaillent justement à leur propre transformation, quelles sont les actions, les outils que tu penses, qu'une entreprise peut être amenée à utiliser notamment, évidemment, parce que c'est le plus sujet aujourd'hui de la conférence, dans un cadre juridique, pour un propos juridique.
Alors, moi, je trouve que l'argument, notamment des limites planétaires et ces concepts nouveaux en matière d'appréciation justement de nos impacts sur la planète sont extrêmement intéressants, puisque justement, ils sortent d'une logique très individualiste, finalement, où on se pose uniquement la question de nos impacts sur le territoire, et en fait, où on apprécie de manière globale l'ensemble des activités sur un territoire, donc les impacts cumulés. Et on étudie ces impacts cumulés au regard des limites planétaires et donc de la soutenabilité en fait de ces activités pour un territoire. Et donc c'est en cela qu'on s'inscrit dans un écosystème et qu'on ne se voit plus uniquement comme soit sa réussite, le profit de son entreprise. Donc ça c'est extrêmement important pour moi, à mon avis, comme outil, ça sera un des outils les plus importants à maîtriser, mais qui doit venir encore une fois du gouvernement, puisque c'est quelque chose qu'il faut mettre en place au niveau national pour accompagner les entreprises. Et c'est pour ça qu'avec la Convention citoyenne pour le climat, nous avons notamment travaillé à une proposition qui est la reconnaissance d'une haute autorité pour les limites planétaires, qui serait une autorité indépendante, composée de scientifiques, des scientifiques qui seraient des experts en fait de ces 9 limites planétaires dont je vous parlais tout à l'heure, et qui puissent donc accompagner en fait les entreprises dans leur modèle de développement pour que justement il y ait un respect des limites planétaires et qu'on se dirige dans un horizon, à court terme mais aussi à long terme évidemment, vers un ensemble d'activités qui soient respectueux des limites planétaires et qui garantissent donc à nos générations mais aussi aux générations futures que nos territoires soient viables, habitables et donc en bonne santé. Et donc, cet nouvel outil, aujourd'hui, nous en discutons avec le gouvernement, notamment Cécile Michotti, qui est députée du Var et qui travaille à la reconnaissance d'un défenseur de l'environnement. Donc, c'est une mission qui lui a été confiée par le gouvernement et elle a commencé les audiences il y a quelques jours. Nous avons été auditionnés avec les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, nous porterons en fait ces propositions de haute autorité des limites planétaires pour à la fois accompagner l'État dans la transition écologique, puisqu'on voit qu'il y a encore des efforts à faire sur justement l'analyse de l'impact des lois, des règlements et des programmes, mais aussi des entreprises pour avoir une institution forte, scientifique, qui puisse accompagner la réflexion aujourd'hui des entreprises dans leur modèle de développement. Merci beaucoup. Alors, juste, on va commencer à prendre les questions du public. Donc, si vous avez une question à poser, vous levez simplement la main. Enfin, vous appuyez sur le bouton pour lever la main, vous voyez en bas, et on vous donnera la parole avec Quentin. J'aimerais bien, Quentin, d'ailleurs, que tu partages. Non, je viendrai ça après, c'est pas grave. Il y a une question qui me semble intéressante de Laurent Napolitano, qui participe au défi à travers son entreprise PCM, et qui nous pose la question suivante. Quelle expertise d'une entreprise d'ingénierie précis peut-elle apporter pour aider à juger les entreprises qui pollueraient sciemment l'environnement? Comment elle peut contribuer à cette quête-là, cette ambition-là? Justement, en se dotant de ces nouveaux outils d'analyse comme les limites planétaires et en suivant justement ce mouvement aujourd'hui, puisqu'il faut bien voir qu'il y a une réflexion qui est portée à l'échelle mondiale, donc notamment par le Stockholm Resilience Center, qui est un institut de recherche suédois, et qui porte justement cette réflexion à l'échelle des écosystèmes mondiaux. Et donc aujourd'hui, il faut une ingénierie plus nationale, voire même locale, pour transposer en fait cette réflexion des limites planétaires à l'échelle des territoires. Et donc là, évidemment, on a besoin de personnes qui pratiquent sur le terrain pour pouvoir justement aujourd'hui adapter ce modèle des limites planétaires au fonctionnement de nos territoires. Et ça, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en cours au sein du ministère de la Transition écologique, puisque par le biais de faisceaux d'indices, en fait, ils sont capables de dire aujourd'hui qu'avec certitude, la France dépasse 6 des 9 limites planétaires. Donc, nous contribuons malheureusement largement au dérèglement des mécanismes biologiques de notre écosystème planétaire. Et donc, il nous faut aujourd'hui retourner à l'intérieur de ces limites planétaires pour garantir justement le bon fonctionnement de ces écosystèmes. Et donc, nous avons besoin de personnes qui ont les outils pratiques sur le terrain justement pour accompagner les entreprises dans la réflexion autour de ces limites, de ce qui est viable ou non sur notre territoire. Et donc, forcément, ça demande de travailler main dans la main avec ces nouveaux outils élaborés par les scientifiques.
Alors, merci. Vous avez partagé, il y avait une demande sur les questions des limites planétaires. J'aimerais bien, Quentin, que tu puisses partager peut-être aussi la théorie du donut, parce qu'elle reprend la limite planétaire, mais avec aussi les impératifs d'égalité sociale, enfin, pour que chacun ait le minimum de développement. Et je trouve que c'est intéressant parce que une ville comme Amsterdam est en train de la développer, enfin, d'utiliser cet outil ou cette approche pour travailler sur sa politique on va dire, de résilience écosystémique. Donc, c'est évidemment des moyens, enfin, c'est des outils, mais qui deviennent très concrets. Alors, n'hésitez pas, parce que je vais vous poser plein de questions, mais vous ne levez pas la main pour poser directement les questions à Marine, c'est dommage. Alors, je vais reprendre des questions qui sont apparues dans le fil. Alors, question de Vanessa. Peut-on craindre qu'une entreprise capitaliste puisse, sur la base de la préservation du vivant non humain, plaide l'expropriation de communautés au prétexte de la présence d'espèces rares? Si oui, comment y pallier? Alors, c'est une question très intéressante puisqu'on a déjà ce problème-là, en fait, et notamment en Afrique, sous couvert de justement protéger des écosystèmes forestiers. On a eu des cas justement d'expropriation de certaines communautés locales. Évidemment, toute notre démarche à nous, justement, et c'est pour ça qu'on utilise les limites planétaires et d'autres concepts de ce genre, c'est une démarche de symbiose. Donc, ce n'est pas une démarche d'exclusion des humains, des zones, des espaces naturels. Au contraire, c'est vraiment une démarche de dire il faut des activités humaines, évidemment, mais dans le respect du fonctionnement du vivant. Et donc, on est dans cette recherche de nouveaux outils juridiques, scientifiques, pour pouvoir établir en fait un nouveau modèle de gouvernance au sein de nos territoires, et donc à la fois pouvoir trouver en fait une manière de vivre ensemble les individus non humains et les individus humains. Et aujourd'hui, aucune activité d'une entreprise devrait en fait porter atteinte notamment à des espèces protégées. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'encore une fois, je rappelle que il y a notre droit en la matière est extrêmement révélateur justement du problème, c'est que nous avons reconnu des listes d'espèces protégées dans notre droit. Et donc là, on pourrait dire, c'est super, le droit français n'est pas du tout anthropocentré. Il se place du côté de la nature, définit des listes d'espèces qu'il faut absolument protéger. Eh bien non, puisque, encore une fois, le gouvernement, la législation prévoit une exception et on considère que lorsqu'il y a des intérêts humains supérieurs, on peut déroger aux normes en matière d'espèces protégées et détruire ces espèces. Or ça, justement, c'est très révélateur du problème, puisque, encore une fois, l'intérêt Toujours humain... au-dessus. Et donc, évidemment, il faut se poser des questions. Alors, je ne dis pas que, évidemment, on ne peut plus concilier, qu'il faut systématiquement faire passer les intérêts de la nature avant. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui est l'intérêt supérieur de l'humain. Est-ce que, par exemple, là, on a le cas dans le sud de la France, est-ce que, par exemple, tracer une autoroute pile à travers justement le territoire d'une espèce protégée, le lézard osselet, pour construire donc une voie d'accès, est-ce que ça, c'est l'intérêt supérieur de l'humain? Quel est l'intérêt supérieur de l'humain et comment justement trouver une conciliation entre les intérêts humains et les intérêts de la nature? Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a tout en fait un cheminement à suivre dans notre société pour revoir justement ces intérêts humains et pour se voir, nous, en tant qu'humains, à l'intérieur de cette communauté du vivant. Et c'est ça qu'il faut rechercher, et évidemment pas, en fait, faire d'un côté les humains et de l'autre côté les non-humains. Ce n'est absolument pas la proposition du mouvement pour les droits de la nature. Merci. On va prendre la question de Vincent Perlstein, je crois, si je... Quentin, si tu peux avoir la gentillesse d'ouvrir son micro, voilà, c'est fait. On va devoir apparaître, Vincent. Je peux me permettre de tutoyer. Le micro est à toi. Bonjour. Moi, donc, je voulais poser une question au niveau de, je ne sais pas si vous connaissez les foyers de libre évolution qui réutilisent des biais au niveau de la loi pour faire le contraire de ce dont vous avez parlé là et protéger la nature. Ces différentes associations qui le font. Et je ne sais pas si vous l'utilisez au niveau de justement les cadres législatifs dans vos projets pour les différentes simulations de projets. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais du coup, c'est ces biais de type la propriété qui permettent d'acquérir des lieux. S'il y en a d'autres et si vous les utilisez, par exemple. Allez, réponse de Marine. Merci beaucoup, Vincent.
Alors non, parce que comme je disais, nous ne sommes pas dans une démarche justement excluante où il y aurait d'un côté la nature et de l'autre les humains, mais vraiment dans une démarche de recherche justement d'une forme d'harmonie et de symbiose entre les différentes activités. Je conçois que ces modèles se développent, mais justement, c'est problématique puisque la propriété sur la nature et donc l'exclusion des humains au bénéfice des non-humains est questionnable d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue juridique, puisque nous remettons même en considération la propriété sur la nature, puisqu'en tant que sujet de droit, il y a notamment le droit du coup de ne pas faire l'objet d'appropriation par des individus humains. Mais on est vraiment dans une philosophie des communs. Et donc, dans cette philosophie des communs, il faut savoir partager, il faut savoir vivre ensemble. Et donc, évidemment, dans notre société actuelle, ça ne m'étonne pas du tout que ce genre de projet voit le jour. Peut-être que sur certains territoires, il est même efficace, souhaitable, quand on a des projets de protection de la nature qui est parfois très en danger, et c'est le cas sur certains territoires. Donc parfois, peut-être que ça peut paraître un outil efficace, mais ça ne remet pas en considération, malheureusement, les activités de notre société, celles sur lesquelles il faut avoir un impact pour pouvoir trouver demain une société qui soit viable et pas justement sectoriser des territoires, des parcs nationaux, des réserves et tout ça, parce que ce n'est pas notre philosophie au sein du mouvement pour les droits de la nature. Merci beaucoup, Vincent, de ta question. J'ai une question qui nous revient plutôt, mais je vais quand même la prendre, ils ont le droit d'y vivre, du live Facebook, et qui dit, toutes ces, pour la résumer, tout ce que propose Marine, c'est une remise en cause positive, hein, selon lui, de notre système dans lequel nous avons construit la société depuis quelques dizaines d'années, on va dire. Et il pose la question précise de, du coup, qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui dans les écoles de management? Qu'est-ce que ça remet en cause et comment faire rentrer ces questions-là dans les écoles de management? C'est une question qu'on traite beaucoup chez Engage, on essaie de faire naître des nouveaux programmes, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, je sais déjà que c'est le cas, puisqu'il y a des écoles, alors il me semble que c'est la Green Business School lancée par Audrey Pulvar, qui a notamment comme professeur Valérie Cabane, donc qui enseigne justement les droits de la nature et l'écosystème. Oui, mais ça, c'est des écoles qui sont en dehors, ce n'est pas le système des écoles actuellement existantes. Tout à fait. Je pense que, en fait, c'est progressivement l'enseignement sur les droits de la nature, donc ces nouveaux mécanismes juridiques qui existent, vont faire partie du programme. C'est déjà le cas. J'ai donné des cours à Sciences Po et dans d'autres écoles où on se pose justement ces questions juridiques. Je pense que ça a toute sa place justement en matière de management. Et ça va très probablement rentrer dans les programmes bientôt. La question, en fait, c'est une question de gouvernance, c'est-à-dire comment on met en place des mécanismes qui, pour nous, les humains, nous permettent de représenter les intérêts de la nature, que ce soit à l'intérieur des sociétés ou que ce soit dans la société en général, c'est-à-dire comment on crée des mécanismes en fait, de tutelle légale, comme il en existe déjà actuellement, par exemple pour les enfants, pour les personnes démentes, les personnes âgées. On a déjà des mécanismes de tutelle, on peut tout à fait représenter les intérêts d'autres personnes et parler en leur nom. Aujourd'hui, comme je le disais, grâce aux associations, c'est possible également. Bien, maintenant, il faudrait peut-être qu'à l'intérieur des sociétés, il y ait un représentant aussi de l'environnement. Je dis ça parce qu'on a bien un représentant des intérêts des salariés. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un représentant également des intérêts de la nature dans les conseils d'administration, dans ces comités, là où se prennent les décisions, en fait, et qui se pose tout simplement la question, quelles sont les limites à nos activités? Apportons-nous un effet positif ou non sur l'environnement? Et dans ce cas-là, comment nous limiter? Comment revenir à l'intérieur des seuils qui soient viables pour les vivants? Et je pense que ça, c'est une démarche très intéressante, justement, pour les activités des sociétés aujourd'hui, face de toute façon aux revendications de la société. On le voit aujourd'hui, si vous voulez avoir une démarche qui soit audible d'un point de vue du public et avoir des clients, du coup, il faut de toute façon aujourd'hui vous poser ces questions. Et de plus en plus, parce que c'est concomitant, on va dire, congruent avec l'intérêt maintenant presque à court terme des entreprises. Donc la dissociation de ces deux questions ne devrait plus être posée
par des conseils d'administration ou des dirigeants. Je voudrais poser une dernière question qui vient de notre cher public et qui était comment éviter justement les contre-lois, en fait, des lois qui vont dans l'autre sens, puisque évidemment l'outil juridique est très large et que ces lois finalement n'arrivent pas contredire les droits favorables en fait, à l'environnement. Alors là, j'ai envie de dire que c'est complètement politique comme question, parce que malheureusement, comme vous le savez, dans un système démocratique, on vote les lois. Et on vote les lois à la majorité. Ce qui fait que, malheureusement, là, c'est ce qu'on voit actuellement, quand il y a des propositions dans la société civile, et puis par exemple pour la Convention citoyenne pour le climat, malheureusement, certaines propositions ne passent pas parce que nous n'avons pas les représentants qui veulent porter ces idées. Donc là, j'aurais même tendance à dire c'est une question franchement politique, dans le sens où il faut élire des personnes qui vont ensuite voter les lois qu'on a envie d'avoir. Parce que malheureusement, une loi, ça se fait, mais ça se défait aussi. Et on voit malheureusement une tendance actuellement à défaire beaucoup de lois, ce qui nous inquiète évidemment, et notamment des lois en matière de participation du public sur des projets industriels, puisque on a beaucoup d'industriels qui se plaignent d'avoir des contraintes trop fortes en matière de participation du public, qu'en plus ça ne sert à rien parce que de toute façon on passe outre ensuite l'expression des citoyens. Et donc il y a une tendance aujourd'hui à aller plus vite sur les procédures de participation, et donc forcément on entend de moins en moins la voix de la nature si on raccourcit les procédures d'enquête publique par exemple. Et donc globalement c'est quand même très politique votre question, parce que c'est dire pour voter des lois qui vont dans le bon sens, il faut avoir des élus qui vont dans le bon sens. Et donc, c'est plutôt une question là de rapport de force politique et d'avoir les élus qu'on veut pour voter les lois qu'on souhaite avoir. Et donc là, pour le coup, malheureusement, il n'y a pas de mécanisme qui bloquerait, si ce n'est justement le mécanisme tout simplement de soutien populaire, puisqu'il y a aujourd'hui la voix tout simplement des citoyens est extrêmement forte. Je vais parler du projet Montagne d'Or, par exemple. Ce n'est pas nos lois qui ont bloqué en vérité le projet Montagne d'Or. Ce sont les citoyens qui se sont mobilisés, ce sont les associations sur le terrain qui ont refusé ce projet parce que justement les conditions écologiques étaient désastreuses. Et c'est grâce à l'expression populaire en fait qu'on a réussi à faire obstacle, et pas aux lois en vérité, en tout cas pas à ce stade-là. Et donc aujourd'hui, il faut évidemment se mobiliser, et puis il faut aller de l'avant pour soutenir des propositions justement qui soient favorables à une amélioration de la protection de l'environnement. Et là, ça vient justement de la pression populaire et des élections, parce que c'est le vote aujourd'hui qui fait qu'on peut aboutir à des nouvelles lois qui vont dans le bon sens. Alors, dernière question, mais réponse très rapide pour qu'on soit dans les temps, si tu veux bien, Marine. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Je suis citoyen, je veux aider Wild Legal ou rentrer dans Wild Legal. Enfin, je ne sais pas comment je fais. Voilà. Vous nous écrivez à notre adresse contact@wildlegal.eu, et évidemment, on a besoin de toutes les forces de la société civile, autant de personnes qui soient douées pour la communication, le droit, la levée de fonds, n'importe quoi en fait. On est une association qui regroupe énormément de personnes de milieux différents et qui regroupe des artistes, des juristes, des scientifiques, et on est très heureux évidemment d'accueillir toute nouvelle personne motivée pour nous soutenir et travailler avec nous. Génial. Tu as parlé des artistes. On aime bien chez Engage finir avec une ouverture artistique. On t'a demandé de choisir une œuvre d'art. Laquelle est-il? Je crois qu'on va l'écouter. Incroyable, ça fait rêver. Allez, dis-nous quelques mots là-dessus. On a reconnu, je pense. C'est un court-métrage de Guillaume Néry qui est apnéiste et qui a donc réalisé cette petite vidéo qui s'appelle One Breath Around the World. Et donc, en tant qu'humain, il s'immerge dans cet océan à travers différents paysages. On le voit qui court sous l'eau et qui est en symbiose en fait avec cette nature. Et je le trouve très beau.
parce que justement, il montre que justement l'apnée, donc l'effort de s'engager dans le monde vivant, dans un espace qui ne nous est pas forcément justement propice, eh bien, ça peut apporter énormément de beauté. C'est une découverte en fait du monde vivant. Et je pense qu'il arrive grâce à cette vidéo en fait à montrer cette forme de symbiose qu'il peut y avoir même dans l'effort de se dépasser justement et de trouver une forme d'harmonie, puisque cette vidéo est extrêmement harmonieuse, les sons de la nature et qui l'enveloppe et qui finalement nous transporte nous aussi quand on le suit dans cette vidéo. Et je pense que c'est ça aussi qu'on cherche avec les droits de la nature, c'est ce dépassement, c'est arriver justement à trouver cette forme de gouvernance en symbiose avec la nature. Et donc, ça me parle beaucoup, voilà. C'est très beau. Marine, nous, on va continuer à travailler pour certains avec les entreprises du défi, puisque c'est conférence action. Donc après, on va agir et travailler sur la transformation de ces organisations, leur accompagnement. Il me reste à te remercier infiniment. Vraiment, c'était absolument passionnant pour ton engagement, ton énergie, la finesse d'analyse. Voilà. Et ces trois, je pense que ça nous a enthousiasmés, nous donnait beaucoup d'informations et d'énergie pour continuer. Donc, merci infiniment pour le temps, les informations que tu nous as partagées, vraiment, très sincèrement. Et puis, si vous voulez, comme Wide Legal, vous devenir membre d'Engage, nous aider aussi parce qu'on agit sur tous ces sujets-là et bien d'autres pour essayer de favoriser l'engagement citoyen et puis la transformation de la société, de nos entreprises. Et ben, voilà, vous pouvez aussi le faire. Quentin va vous partager un petit lien pour ça. Merci infiniment, Marine. On se retrouve, j'espère, très vite. Inch'Allah en septembre, si ce n'est pas supprimé. Et on continuera ce joli combat qui est presque le combat central le plus important de tous. À très bientôt, à très vite et bye bye à tous. Au revoir.